Vendredi 15 janvier 2021, Maître Benewende Stanislas Sankara prend officiellement les rênes du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Villes. L'arrivée du sankariste à la tête de ce département suscite beaucoup d'espoir auprès des demandeurs de logement. Dans cette édition, les attentes des populations des zones non loties de Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, où la cité universitaire de Koubaoué est secouée par une crise. À l'origine, l'élection du délégué général de la cité, des candidatures rejetées. La direction régionale des œuvres universitaires de Bobo est accusée de favoritisme. Dans le secret des opérations du cœur au CHU Tengandogo à Ouagadougou, depuis le lundi 11 janvier, des enfants souffrant de pathologies cardiaques sont pris en charge par des médecins français et burkinabés. Nous avons été autorisés à filmer les différentes opérations. C'est le grand format de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Le secrétaire général du gouvernement poursuit l'installation des nouveaux ministres. Benewende Sankara et Élise Thiombiano peuvent désormais exercer leurs fonctions respectives de ministre en charge de l'habitat et celui de la culture. Avec leurs prédécesseurs ce matin, ils se sont promis assistance et soutien. Le film de ces deux passations de charge avec Benjamin Kwame. Au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, c'est Maître Benewende Stanislas Sankara qui est le nouveau chef d'orchestre. Désormais, c'est dans cette salle qu'il recevra ses collaborateurs pour gérer les affaires de son département. Stanislas Sankara reçoit son certificat de prise de fonction des mains du secrétaire du gouvernement. Il remplace ainsi officiellement Maurice Dieudonné Bonannée après 5 ans de service. Dieudonné Bonannée qui s'en va, mais rappelle à son successeur qu'il a fait de son mieux pour assainir le secteur de l'urbanisme, mais il y a aussi eu des insuffisances qu'il faut parfaire. Un certain nombre de chantiers qui ont été ouverts, qui ont connu des avancées, mais comme toute œuvre humaine, il faut reconnaître qu'il y a eu des insuffisances. Je prends par exemple le programme des 40 000 logements que nous avons lancé avec beaucoup d'ambition. Nous sommes arrivés à 5 700 logements à la fin des 5 ans, avec les difficultés qui n'ont pas pu permettre l'avancement de ce programme. Le ministre entend qu'il faut pouvoir l'accompagner. Je vous demande de l'accompagner beaucoup plus que vous m'avez accompagné. D'autres dossiers afférents à la restructuration ou du lotissement des zones non loties sont encore d'actualité. Stanislas Sankara le sait bien, c'est un défi. Il compte le relever avec tous ses nouveaux collaborateurs. Nous n'avons pas à décevoir la confiance qui nous a été portée par les plus hautes autorités. Pour relever ces défis, nous allons compter sur la presse. Nous allons compter sur nos prédécesseurs, nous allons compter sur l'ensemble des acteurs, aussi bien de la société civile que des pouvoirs publics. Maître Benewende Stanislas Sankara se le rappelle, le chef de l'État attend des résultats après sa nomination. Avec le portefeuille de la ville qu'il porte, il doit consolider et réglementer les constructions en matière d'aménagement urbain et gérer sainement la production et la commercialisation de parcelles viabilisées. De l'urbanisme, Stéphane Sanou arrive à la culture, une cérémonie d'installation qui a lieu au Sénasa. Un choix non fortuit pour la nouvelle patronne de la culture qui veut être plus proche des artistes dans leur grand ensemble. Et tout comme un événement culturel, le Goulmou s'est signalé avec la troupe Yempabou. Élise Ilboudo Thiombiano prend fonction en remplaçant ainsi officiellement Abdoul Karim Sango, en qui elle vaut tout le respect et la considération pour le travail impeccable mené durant son mandat. Dr Thiombiano mesure déjà sa nouvelle mission qui l'attend. Je viens à la suite d'un grand homme, le ministre sortant, et je lui rends hommage pour tout ce qu'il a pu apporter à la culture de notre pays. Je mesure le poids qui m'a été confié, mais je crois qu'avec l'ensemble des acteurs, nous pourrons en tout cas parvenir à de bons résultats. Et de bons résultats, les artistes attendent de la nouvelle ministre. Je lui souhaite en tout cas bon courage parce que ça ne va pas être facile avec nous les artistes.
Il faut juste qu'elle écoute vraiment ce qui est vrai. Elle n'a qu'à juste se faire entourer par des bonnes personnes parce qu'on connaît les papatos, on connaît les Mounafika, on connaît ceux qui sont là pour gâter pour les autres et puis avoir pour eux. Le ministre Abdoul Karim Sango était absent à cette cérémonie de passation des charges. Il est testé positif à la Covid-19. À travers son secrétaire général, Abdoul Karim Sango demande à ses désormais ex-collaborateurs d'accorder tout leur soutien à la ministre Élise Ilboudo pour continuer de faire la promotion de la culture burkinabé sous toutes ses formes. Et les populations des zones non loties de Bobo-Dioulasso qui placent un espoir dans le changement au ministère en charge de l'habitat, la ville de Sia, où la question du lotissement fait couler beaucoup d'encre de salive. Bobo-Dioulasso a été, durant le premier quinquennat de Rochma Christian Kaboré, le théâtre de plusieurs mouvements d'humeur en lien avec le foncier. Kader Kondé, Soto Justin Dabiré. Opération de déguerpissement, révolte, premier quinquennat de tension pour le président Rochma Christian Kaboré sur les questions foncières à Bobo-Dioulasso. Des maires ont voulu mettre fin à l'anarchie dans les zones non loties, des opérations à fortune diverses, des populations en pleurs et qui vivent dans la psychose permanente. Il a simplement dit, je vais venir, faites vos bagages dans 6 jours, je vais venir casser le coin là. Je ne veux plus voir quelqu'un là-bas, c'est ce qu'il a dit. On a essayé de le joindre, il a refusé tout contact. Des individus profitent de cette situation et ils vont ériger des maisons spontanées comme ça et ils trouvent que c'est normal qu'après on puisse les recenser et les donner forcément un terrain. Désamorcer la bombe foncière, c'est plus qu'urgent à Bobo-Dioulasso. Pour relever ce défi, le président du Faso Rochma Christian Kaboré a fait confiance à un défenseur de la veuve et de l'orphelin, l'avocat Issankaris Maître Benowende Stanislas Sankara. Il est le nouveau ministre en charge de l'habitat. S'agissant donc des questions foncières, des questions de l'urbanisme, des questions de l'habitat, c'est une très lourde responsabilité. Et je mesure donc l'ampleur de la tâche, mais je crois qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et nous avons été appelés à ce niveau de responsabilité-là pour répondre aux préoccupations, aux aspirations des populations. Pour réussir sa mission, il devra très vite s'attaquer au cas des promoteurs immobiliers perçus au sein de l'opinion publique comme des accapareurs de terre, des voleurs de rêve de s'offrir une parcelle. Sous la Révolution, lorsque la Révolution venait pour occuper un espace, on sait que le travail de l'urbanisme consiste à prévoir la gendarmerie, la police, les lieux de culte. Et maintenant, en dehors de ça, les propriétaires terriens avaient 2 parcelles par hectare à titre de compensation. Mais avec l'avènement des propriétaires immobiliers, qu'est-ce qui se passe? À la date d'aujourd'hui même, nous sommes à 5 parcelles par hectare. La nomination de Maître Sankara suscite beaucoup d'espoir au sein des populations des zones non loties de Bobo-Dioulasso qui vivent dans la hantise des bulldozers de la municipalité, prêts à raser des habitats spontanés. Qu'ils puissent vraiment résoudre les problèmes de non-lotis. Voilà. Comme vous le savez, nous avons aussi contribué à l'élection de ce président. Voilà, tout en espérant la résolution des problèmes dans nos non-lotis. On ne peut pas d'un seul coup de tête comme ça dire que c'est l'homme de la situation. Mais nous pensons qu'avec l'engagement et le patriotisme, ce gouvernement et ce ministre pourra faire mieux que le précédent. On va faire. Que Dieu l'aide à avoir pitié de nous pour que nous aussi puissions avoir un endroit où dormir parce qu'on a toujours peur et on s'inquiète pour nos enfants. Quand on se couche, les soucis refont surface et le sommeil s'en va. On ne peut pas dire dans ces conditions qu'il y a soulagement. Voilà des populations qui étaient installées il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans hors de la ville. Et le politicien, en venant, les a rencontrés. Vous leur faites la proposition de les recenser. Vous recensez une population qui est installée dans une zone non lotie. Vous vous retrouvez avec un nombre de 1000. Vous allez faire un lotissement de 5000 parcelles. Et vous trouvez moyen de ne pas satisfaire les 1000 qui étaient sur place. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Le chantier s'annonce titanesque, mais à Bobo-Dioulasso, on veut y croire. Croire à celui qui défend la vision de Thomas Sankara sur la question du logement. Maître Benowende Sankara devra avoir une approche participative avec les populations concernées pour réussir sa mission.
Elle aussi est attendue au pied du mur. Victoria Ouedraogo Kibora vient de prendre les commandes du ministère de la Justice dans un Burkina Faso où les enjeux judiciaires et de droits de l'homme sont importants. Aura-t-elle les ressources nécessaires pour réussir sa mission ? Les semaines et les mois à venir nous le diront. Mais en attendant, gros plan sur le parcours académique et professionnel de cette magistrate de grade exceptionnel. C'est le premier numéro d'une série de portraits des 9 femmes du gouvernement d'Abiré II que nous avons initié. Kwame Avedapa. Dans cette salle de réunion au ministère de la Justice sont placardées au mur les photos des hommes et des femmes qui ont eu à diriger ce département ministériel. Parmi eux, d'illustres personnalités. Blaise Compaoré et Moïse Yaméogo, 2 anciens chefs d'État. 3 femmes sur 26 ministres. La 4e femme et 27e garde des Sceaux du Burkina, c'est cette dame. Victoria Ouedraogo Kibora, magistrate de grade exceptionnel, 6e échelon. Ce 14 janvier, elle reçoit des mains du secrétaire général du gouvernement son certificat de prise de fonction. Il faut dire qu'elle connaît bien la maison, elle qui a été secrétaire générale du ministère de la Justice et des Droits humains de 2011 à 2012. Victoria Ouedraogo Kibora est un pur produit de l'administration judiciaire burkinabé au sein de laquelle elle évolue depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Précédemment secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature, poste qu'elle a occupé pendant près de 5 années, cette cinquantenaire a été membre du Conseil d'État de 2012 à 2014, juge puis commissaire du gouvernement au tribunal administratif de Ouagadougou, substitut du procureur au tribunal de grande instance de Ouagadougou, après avoir obtenu son diplôme à l'ENAM, l'école normale de l'administration et de la magistrature. Plusieurs formations et stages lui ont permis de toucher à presque tout. Légistique, droit de l'urbanisme, contentieux fiscal et des marchés publics, procédures électorales, budgétaires, gestion des conflits fonciers, entre autres. Tout un bagage intellectuel et technique pour celle qui fut aussi présidente de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Mais être ministre de la Justice et des droits humains, c'est une toute autre affaire. Vous savez, quand on est magistrat, on décide, on n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On rend la décision à son âme et conscience. Quand on est ministre, on doit tenir compte de beaucoup d'intérêts qui convergent pour pouvoir gérer des situations. Et parmi les paramètres à gérer, il y a les relations avec la toute-puissante corporation des magistrats, les intouchables. Ils ont des pouvoirs presque illimités. Victoria Ouedraogo Kibora le sait, elle qui a été au cœur de la retentissante enquête qui avait épinglé 37 magistrats et auxiliaires de justice RIPO en 2017. Autre défi, au moment où elle prend fonction, plusieurs affaires emblématiques sont encore pendantes. Dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo, Boukari Dabo, insurrection. Il y a aussi cette étonnante posture de l'État qui refuse d'appliquer les décisions de justice qui l'incriminent. Et que dire des temps trop longs des procédures judiciaires, de la disparité des tribunaux, matériel et équipements insuffisants. À quelques minutes de son entrée en fonction, elle mesure l'ampleur de la tâche. Je pense que toute personne consciente, lorsque vous prenez une responsabilité aussi importante, vous pouvez avoir une pression. Quand on n'a pas une pression, je parle de pression personnelle, quand on ne l'a pas, on peut arriver à se dire, est-ce qu'on est conscient? À 56 ans, cette mère de famille, très active dans la défense des droits des femmes, férue de lecture et de sport, grande joueuse de volleyball notamment, et réputée pour sa droiture, est attendue au pied du mur. Tension entre les étudiants et les responsables des œuvres universitaires de Bobo Dioulasso pour protester contre le rejet de certaines candidatures à l'élection du délégué général de la cité universitaire Koubaoué. Des étudiants refusent de payer leurs notes au restaurant universitaire. Pour punir ces derniers, décision a été prise de fermer le restaurant. La suite, c'est une manifestation des étudiants hier jeudi pour réclamer la réouverture du restaurant et l'acceptation de tous les dossiers de candidature au poste de délégué général de la cité. Soto Justin Dabilé. Ces étudiants de la cité universitaire de Kobaoué, rassemblés devant la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Bobo Kroup, expriment leur mécontentement suite à la fermeture du restaurant universitaire. Une fermeture du restaurant qui est intervenue après que les étudiants aient décrété de manger gratuitement aux rues pour protester contre le rejet de certaines candidatures à l'élection de délégué général de la cité. Le nœud de la question même par rapport à la fermeture du restaurant universitaire
est liée au rejet de la candidature de certains candidats qui ont postulé pour être délégués de la City. On se rend compte que sur 5 candidatures, il y a eu seulement une seule candidature qui a été validée. Il y a des personnes qu'on a essayé les candidatures, soit disant qu'ils n'ont pas signé. Il y a d'autres personnes qu'on a essayé les candidatures, soit disant qu'ils n'ont pas fourni certaines pièces. Et pourtant, le directeur régional du groupe dit avoir mis à la disposition des étudiants une note de service mentionnant les dossiers à fournir pour postuler comme délégué général de la Cité. Et voici la note de service. Elle est assez explicite. Elle dit qu'il faut déposer un dossier. Et donc, dans le dossier, il faut les noms, les prénoms du titulaire et de son adjoint. Ensuite, les attestations d'inscription à l'UNB de l'année en cours. Ensuite, les photocopies des cartes de résident et du CENO en cours de validité. Et puis enfin, les photocopies des reçus de paiement du LOI du mois de décembre. Voici bien la note, elle est très explicite. C'est à la suite de cette note de service qu'une équipe technique de validation a été mise en place. Après examen des 5 dossiers reçus par l'équipe technique du groupe, 4 ont été rejetés car ne remplissant pas les critères mis en place pour la validation des dossiers de candidature. L'équipe de supervision composée de 4 personnes, notamment un chef cité, le Sésame et un concierge, ils ont mené des investigations. Et au cours de ces investigations, il est ressorti que certains dossiers étaient des dossiers invalidés. À la date du 7, on les a reçus et on leur a dit, voici ce qui se passe. Ils nous ont demandé de forcer un peu, voilà, pour voici un peu. Bon, j'ai demandé à la commission de réfléchir. La commission a estimé qu'ils ont fait un travail technique et que ce travail technique, en tout cas, donne de très bons résultats et qu'il faut qu'on essaie de rester dans cette dynamique. Cet argument ne tient pas selon les étudiants protestataires qui accusent l'administration du groupe de vouloir mettre en place un délégué de son choix plutôt que celui des étudiants. La Cité est devenue aujourd'hui une mafia. Et quand on dit la Cité est devenue une mafia, c'est quoi? Les gens cherchent toujours les bons petits pour mettre au devant des choses. Pourtant, ils oublient que non, la personne qui doit défendre l'intérêt des étudiants là, doit être une personne qui a été élue par les étudiants et pour les étudiants. Mais si on se rend compte que c'est la personne qui fait le choix de notre candidat, c'est que ça pose problème. À quelque part, ils veulent avoir une même mise par rapport à nous, notre façon de vivre dans notre cité universitaire. Pourtant, nous voulons vraiment que les choses se passent de façon démocratique. En vue d'apaiser la tension, la direction du CROB a procédé à la réouverture du restaurant universitaire 48 heures après sa fermeture. Une rencontre entre les responsables de la FECIBF et la direction du CROB aurait également eu lieu en vue de trouver une solution durable à ce bras de fer entre les étudiants de la cité Kobawe et la direction du CROB. À Ouagadougou, les responsables de l'École nationale de santé publique communiquent après 5 jours de manifestation des étudiants. Face à la presse ce vendredi, la direction générale de l'ENSP assure de la reprise très prochaine des cours exigés par les étudiants et ne manque pas d'expliquer les raisons qui ont conduit à la suspension des activités pédagogiques dans certaines filières. Abdou Aziz Sari. Après 5 jours de manifestation des élèves de l'École nationale de santé publique pour exiger la reprise des cours et stages dans la filière anesthésie, le directeur général du dit établissement donne sa version des faits qui ont conduit à la suspension du programme au niveau de cette filière. Selon Pargui Émile Paré, il s'agit d'une difficulté d'application des réformes apportées au sein de son établissement. Depuis 2018, l'ENSP a entamé le processus d'harmonisation des curricula de 13 filières attachées de santé en vue de les mettre en conformité avec les exigences de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. Un nouveau programme de formation auquel les enseignants anesthésistes refusent de se conformer car ils le jugent insuffisant et incapable de répondre aux exigences du métier conformément aux textes réglementaires du Burkina Faso. Le Burkina Faso a participé à la rédaction du programme anesthésique de l'OAS. Si nous, maintenant, on veut appliquer ça, et que les médecins anesthésistes disent que ça va sortir des agents mal formés, que voulez-vous que je fasse? Ou bien dire, je me passe de votre programme, vous appliquez le programme de l'OAS, parce que moi, je tiens à donner un diplôme que l'OAS va reconnaître. Il y a cette possibilité. Ça, c'est un passage en force. Un passage en force que le directeur général de l'ENSP veut éviter. C'est pourquoi Émile Paré dit être disposé à échanger avec les principaux acteurs en vue d'adapter ce programme aux exigences nationales
spécifiquement dans le domaine de l'anesthésie. Bon, comme c'est vous qui enseignez, c'est vous qui êtes allé amender le programme de l'OAS. Si vous venez nous dire de nationaliser encore ce programme, je ne trouve aucun inconvénient. Je soustrais les élèves anesthésistes du programme OAS et nous continuons l'ancien programme. La direction de l'INSP rassure les étudiants anesthésistes. Bientôt, les cours reprendront dans leur filière. Mais comme c'est une question de programme, on ne peut pas le résoudre en un jour. Je ne peux pas dire aux élèves anesthésistes, vous allez reprendre demain et après-demain. Tout, la balle est dans le camp des échanges entre la société savante d'anesthésie que j'ai rencontrée et on verra dans les jours à venir ce qu'ils souhaitent. Pour une reprise sereine des cours, les étudiants de l'École nationale de santé publique invitent la direction de l'INSP et la Société des anesthésistes à un dialogue sincère pour une sortie définitive de cette crise qui n'a que trop duré. Le Burkina Faso qui veut se positionner comme la plaque tournante de la chirurgie cardiovasculaire dans la sous-région ouest-africaine est en bonne voie. Après avoir mené avec brio la chirurgie à cœur fermé l'année dernière, les médecins du CHU Tengandogo et leurs partenaires occidentaux se sont lancés dans la chirurgie à cœur ouvert. Depuis lundi dernier, une dizaine d'enfants souffrant de cardiopathie sont opérés. Immersion dans le bloc opératoire du CHU avec Roméo Kueta. Il est environ 6h30 ce mercredi 13 janvier lorsque les infirmiers arrivent dans la chambre du jeune Landrignon où il patientait depuis quelques jours en attendant son tour. C'est aujourd'hui qu'il sera opéré du cœur. Il est transféré au bloc opératoire. Sa mère qui l'accompagne est obligée de patienter sous le hall. Elle est forcément anxieuse. Plus d'une dizaine de médecins et d'infirmiers spécialistes mobilisés pour mener la chirurgie à cœur ouvert, le type d'intervention cardiaque nécessaire pour la pathologie dont souffre cet enfant de 9 ans. C'est en fait une pathologie congénitale qui consiste à une communication anormale entre les cavités du cœur. Étant donné que c'est anormal, le sang ne passe pas bien dans le cœur et ça entraîne des troubles qui ne sont pas compatibles avec la vie. Le patient est d'abord mis sous anesthésie générale et soumis à une oxygénation artificielle. Intervient ensuite les deux chirurgiens. Le français professeur Gérard Babatassi, qui totalise près de 40 années d'expérience, et le docteur Adaman Sawadogo, l'un des premiers chirurgiens cardiologues burkinabés. Chaque geste est effectué avec dextérité. La moindre erreur peut être fatale. Il procède à une incision au niveau du thorax, puis l'ouvre pour avoir accès au cœur. Et pour l'intervention, il faut totalement arrêter le cœur qui continue de battre. Lorsque le cœur est arrêté, en ce moment il est ouvert, la réparation est faite, soit directement par une suture ou bien par mise en place de prothèses, de patchs. Et pendant que le cœur est arrêté, l'organisme fonctionne grâce à cette machine qui permet de faire circuler le sang dans le corps du patient. L'intervention s'est bien déroulée. Elle aura duré plus de 7 heures d'horloge. L'enfant pourra récupérer parce que, comme vous le constatez derrière nous, il est tout à fait autonome sur le plan cardiaque. Donc, il a une bonne fonction cardiaque. Vous voyez, le rythme est normal. Sur le plan respiratoire, ça va. Il a une bonne saturation. Et donc, l'espoir est permis. Il s'agit là du 3e patient bénéficiaire de la chirurgie à cœur ouvert au Burkina Faso. Une série d'opérations rendues possibles grâce au partenariat entre le CHU Tengandogo et l'association française La Chaîne de l'Espoir, intervenant dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, ce n'est pas un épilogue, mais c'est le prologue. C'est le prologue d'une longue histoire. Il faut que les missions continuent à venir, minimum 6 à 8 l'année prochaine, pour opérer avec nos amis ici, les chirurgiens, puis de former ensuite toute l'équipe pour qu'elle puisse opérer seule. Et là, c'est le vrai succès. Et pour son autonomie en matière de chirurgie à cœur ouvert, le Burkina Faso semble bien parti. Le plateau technique est déjà disponible et la ressource humaine est aussi en constitution. 2 chirurgiens sont déjà opérationnels et les 5 autres en cours de formation.
L'État veut faire vite pour le fonctionnement de ce service de cardiologie, car 12% du taux de mortalité au Burkina Faso sont dus aux maladies cardiovasculaires. Le mini-échangeur menant à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo est désormais ouvert à la circulation. Son ouverture officielle est intervenue cet après-midi même. Le temps d'une cérémonie d'inauguration, le maire de la ville de Ouagadougou et le ministre en charge des infrastructures se sont transformés en agents de la circulation. Vous le verrez dans ce reportage signé Archimède Boy. Armand Bewende, maire de la ville de Ouagadougou, et Éric Bougma, ministre en charge des infrastructures, régule la circulation ici, sur la section urbaine de la route nationale numéro 4. Il procède ainsi à l'ouverture officielle du mini-échangeur à la circulation. Une étape importante vient d'être franchie dans la construction de cette route. Alors, quand je dis une étape cruciale a été franchie, c'est que c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons été informés ce matin de l'achèvement des travaux confortatifs sur le mini-échangeur route de l'hôpital. Alors, déportés sur les lieux, nous avons constaté avec les techniciens, en présence de la mission de contrôle, qu'il est temps d'ouvrir cet ouvrage important, cet échangeur-là à la circulation. C'est ce que nous avons fait avec le maire de la ville de Ouagadougou, qui pourra vous dire son sentiment. C'est une grande satisfaction, en tout cas, de constater que enfin la RN4 est quasiment terminée et que la circulation va être très fluide à ce point qui est un point nodal de la circulation de la ville de Ouagadougou. Il faut rappeler que cette passerelle qui est une partie intégrante du mini-échangeur de l'hôpital Yalgado relie la centralité de l'Est, l'hyper-centre-ville et l'arrondissement 4 du côté de Somgandé. Et ceux qui pratiquaient cette voie avaient vraiment des problèmes de fluidité. L'inauguration officielle de cette route longue de 3,3 km est attendue pour le mois de mars prochain, indique le ministre en charge des infrastructures. Quelqu'un qui fait beaucoup de promesses est susceptible de trahir. Méfiez-vous de ce genre d'individus. Préférez plutôt des personnes de moins grandiloquentes, car plus raisonnables et plus sincères. Ce journal s'achève ici. Merci de votre aimable attention. À demain.